la modernité, l'accélération sociale était soutenue par un projet d'autonomie et d'émancipation de l'homme. L'homme moderne espérait s'affranchir des contraintes et des tutelles qui pesaient sur lui grâce aux progrès techniques, scientifiques et médicaux. Notre connaissance du monde, notre capacité à façonner la nature selon nos besoins, devait nous offrir une plus grande latitude pour inventer, pour designer notre vie à notre guise. L'accélération sociale touchait toutes les sphères sociales. L'extension du marché, la recherche de croissance, le développement des moyens de transport et de communication qui réduisent au passage les contraintes liées à l'espace et au temps. Et enfin, l'exploitation effrénée des ressources naturelles pour alimenter notre modèle productif et consumériste. Seulement, sous l'effet de la dynamisation et de la mise en mouvement toujours plus rapide, le projet louable d'émancipation s'est quelque peu perdu en route. Au-delà d'un certain point, la logique d'escalade paraît en effet difficilement soutenable, et par l'individu, et par les institutions, ce qui instaure une situation de crise permanente qui serait la caractéristique de notre modernité tardive. Crise écologique d'abord, avec la poursuite infinie de la croissance confrontée à la raréfaction des ressources naturelles et aux menaces qu'elle fait peser sur le vivant et la planète. Réchauffement climatique, extinction d'espèces animales. Crise éducative. Les savoirs transmis à l'école sont concurrencés par les écrans, les informations disponibles en ligne, remettant en cause le rôle et la mission de l'institution scolaire. Crise démocratique, avec le temps long de la délibération démocratique court-circuité par l'innovation technique et la loi du marché, comme on a pu le constater avec la 5G et la demande de moratoire formulée par la Convention citoyenne pour le climat, aussitôt rejetée par le président de la République au nom de la compétitivité. Crise psychologique également, du fait de la pression temporelle qui pèse sur nous, nous nous sommes sommés d'en faire toujours plus avec moins de temps, et les sollicitations sont toujours plus nombreuses. Cette pénurie de temps, cette demande d'efficacité toujours plus grande, dans un contexte d'obésité, d'information et de choix constants à effectuer, produit une culture du regard baissé, afin de s'immuniser, de se protéger contre ce harcèlement incessant. Nous cherchons en effet une anesthésie. Nous fuyons les contacts visuels et les points d'empathie. Nous nous fermons et nous nous replions sur ce que l'écrivain Alain Damasio appelle le techno-cocon. Prenez le métro, la signalétique a été placée sur le sol pour s'adapter aux gens qui ne quittent plus des yeux leur smartphone. L'écran, placé comme barrière, comme pare-feu, ne fait qu'aggraver au fond la crise psychologique. Le problème d'ailleurs n'est pas tant le téléphone ou l'écran en soi, mais le fait qu'il devienne notre principale interface et source d'intermédiation avec le monde. Ce phénomène provoque un trouble fondamental de notre relation aux autres. Des études ont ainsi montré que les capacités moyennes d'empathie ont baissé de 40% chez les étudiants américains entre 1979 et 2009. Autre problème généré dans la modernité tardive, la dégradation de notre expérience au temps. Se développe, selon Rosa, la culture du bref-bref, par opposition au temps bref-long et au temps long-bref. Je m'explique. Lorsque je voyage et que j'en prends plein la vue, le temps file comme une comète, mais lorsque je me le remémore, une foule de détails me reviennent. Je pourrais parler, m'étendre sur mon voyage durant des heures. C'est le temps bref, long. À l'inverse, lorsque je m'ennuie lors d'un long dimanche d'hiver, le temps s'étire, le temps s'étiole, me paraît interminable. Mais lorsque je tente de raconter l'indice que j'ai fait la veille, je n'en ai conservé aucun souvenir précis. C'est le temps long, bref. La modernité tardive invente le temps bref. Lorsque je binge-watch sur Netflix, lorsque je joue à des jeux vidéo en ligne ou que je me plonge dans ma correspondance professionnelle, je ne vois pas les heures passer. Mais lorsque je cherche à me souvenir de ce que j'ai fait, de ce que j'ai visionné ou des mails auxquels j'ai répondu, je ne m'en rappelle plus. Tout est devenu flou. C'est le temps bref. Un temps qui appauvrit notre expérience et notre rapport au monde, car il affecte notre capacité à être transformé par la mise en contact, par la mise en relation avec le monde. Ce rapport muet, froid, indifférent au monde, Hartmut Rosa le nomme aliénation. C'est une relation sans relation. Burn-out, dépression, bore-out, voici les mots qui frappent l'individu contemporain qui se sent automutilé, étranger à lui-même et dépossédé de toute marge d'action dans le monde.
Hartmut Rosa lui oppose un autre type de rapport au monde, le rapport résonant, sujet de son ouvrage Résonance, où il se propose de prolonger sa critique sociale de l'accélération sociale au nom de la vie bonne. Selon lui, la relation résonante est une rencontre transformatrice où mon vis-à-vis, l'autre, me fait entendre sa voix propre, laquelle agit sur moi, fait monter ma propre voix et en libère, en déploie la puissance libératrice. Dans le concept de résonance, l'idée clé est celle de fluidification. Fluidification des rapports entre moi, mon corps et le monde et autrui, mais également fluidification du temps, avec la coprésence du passé, du présent et de l'avenir dans ce moment de transformation en train de se faire. Du rapport muet au rapport résonnant, au fond, la seule question qui compte est « qu'est-ce qu'une vie réussie ?» La vie bonne, c'est la vie heureuse. Mais d'après Rosa, celle-ci ne peut pas se laisser définir par des valeurs abstraites, morales ou transcendantales. Pour évaluer la qualité d'une vie, il faut s'intéresser à la relation que nous nouons au monde. Nous sommes tous en effet des êtres placés dans le monde. Dès notre naissance, nous entretenons un lien organique avec notre environnement. Avant même le langage, notre peau, le moi peau, conceptualisé par le psychanalyste Didier Anzieux, nous permet de faire l'expérience du monde par le toucher, par le contact. Notre respiration, celle-ci reflète notre bien-être, inspirer une grande bouffée d'air face à un paysage idyllique, comme notre mal-être, avoir la sensation d'étouffer lors d'une attaque de panique. Notre appétit, le fait de manger avec gourmandise, ou au contraire, le fait d'avoir l'appétit coupé. Notre voix, notre regard, nous permettent d'établir un pont symbolique avec autrui et d'espérer l'atteindre. C'est à l'aune de la qualité de relation au monde, la façon dont nous y prenons part, que pourra être évaluée la réussite d'une vie. Une relation réussie permettrait d'établir un lien vibratoire avec le monde. Ce lien, Hartmut Rosa le qualifie de résonant. N'est-ce pas exactement la sensation que je peux éprouver lorsque je danse sur la musique ? Je ressens, je me sens transporté par les basses, par le rythme, je remue, j'ai la sensation à la fois de me fondre dans la musique, j'ai la sensation aussi que mon corps épouse les notes, mais j'ai également le sentiment de plonger à l'intérieur de moi, de me fermer au monde, aux autres, et d'être mis à l'écoute de cordes secrètes, insoupçonnées, que la musique va faire vibrer en moi. J'accueille des images, des sensations, tous mes sens sont en alerte, ouverts à la rencontre et à l'inattendu. La résonance, c'est ça. Ce serait faire l'expérience de moi dans le monde et du monde en moi. Forcément, cette expérience est attirante et recherchée. Elle est tellement recherchée que tout est fait pour pouvoir la répéter, la renouveler. Et c'est là où le capitalisme, dans sa phase tardive, le capitalisme émotionnel, entre en jeu pour monétiser la résonance. Or, pour Rosa, la résonance n'est pas reproductible. La résonance se produit par effraction. Ce que l'on peut parvenir à créer artificiellement, par des prouesses techniques, par le déploiement de jeux et de lumière, comme lors du show à la mi-temps de la finale du Super Bowl avec Beyoncé ou Madonna, ce sont des rapports figés, pétrifiés, froids, qui nous font basculer dans l'émoi sentimental, c'est-à-dire des émotions tournées sur soi, narcissiquement flatteuses, sans la médiation troublante d'un autre que nous. La débauche de moyens nous éblouit, mais ne couvre-t-elle pas, au fond, la voix propre que l'on cherche à entendre en nous ? La débauche de moyens reflète l'angoisse contemporaine d'une perte de monde, due à la rationalisation accrue des rapports. L'individu performant cherche donc des sources de stimulation afin de se rassurer et d'éprouver un mode vivant de relation au monde. Plus le monde est muet, nous dit Rosa, plus, paradoxalement, la musique va entrer dans tout l'espace, hall d'attente, ascenseur, voiture, taxi. Pour échapper à ce silence du monde, l'individu contemporain est prêt à acheter cette expérience de résonance, sans se douter que l'acte d'achat étouffe la résonance. Partant du principe que le monde est devenu une ressource exploitable à sa disposition, il doit pouvoir en jouir. Le désir d'être se mue en désir d'objet, en désir de possession. Dans cette optique, l'argent constitue la fausse promesse d'une résonance à venir. Malheureusement, la chose achetée, la chose possédée, ne présente plus vraiment d'attrait pour son possesseur, qui dès lors ne cesse de vouloir acquérir de nouvelles choses, de nouveaux biens. L'expérience consommatrice
et déceptive. A contrario, il y aurait bien une façon authentique, véritable de pérenniser, de stabiliser la résonance en cultivant ce que Hartmut Rosa appelle des évaluations fortes, qui seraient nourries d'imaginaires sociaux investis dans des bouts, dans des morceaux, dans des fragments particuliers du monde auxquels je porterai un intérêt qui dépasse ma petite personne. Il distingue 3 axes de résonance que nous présenterons synthétiquement. Un axe horizontal, avec la famille, la relation de couple et la relation parent-enfant, qui constitue une bulle de résonance au rôle central dans la modernité tardive, car elle nous place à l'abri de l'environnement compétitif. Mais Rosa compte également dans cet axe l'amitié ou encore la politique, 2 espaces où le dialogue, la délibération et la recherche de consensus sont primordiales. Il y a aussi un axe diagonal, avec le travail ou encore l'école, où nous entretenons un certain lien avec la matière. Alors, il peut s'agir de la matière première dans l'artisanat ou avec le savoir à l'école. Cette matière, nous la transformons et elle constitue un socle important pour la formation de la subjectivité. Enfin, un axe vertical, avec la religion, la nature ou encore l'art, qui nous mettent en relation avec une totalité qui nous inspire, nous transforme et nous dépasse. Il faut néanmoins être vigilant. Ces axes de résonance sont fragilisés par la compétition sociale qui exige, pour gagner, pour rester en haut de l'affiche, une adaptation de chaque instant aux circonstances. C'est le comportement adopté par ceux que Hartmut Rosa appelle les surfeurs, ceux qui sentent la vague, la prennent et tentent de rester le plus longtemps possible debout sur leur planche. Pour protéger ces axes de résonance et ces évaluations fortes qui lui sont associées, Hartmut Rosa suggère plusieurs pistes, et je conclurai en retenant 2 principales. La première, la peur est un frein à la résonance. Chacun a besoin de se sentir en sécurité. Un revenu minimum universel permettrait, d'après lui, de sortir de l'angoisse de la mort sociale, de la disparition, de la divisibilité sociale, du décrochage économique, et de se libérer du stress de la compétition. Deuxième piste, notre relation au monde n'est ni naturelle ni personnelle, elle se construit socialement. L'enjeu est donc considérable dès l'école. L'un des objectifs serait de favoriser le développement d'une disposition à la résonance chez tous les enfants en repérant ceux qui manifestent peu d'envie ou de l'ennui, afin de leur inculquer le goût d'apprendre, de découvrir, pour s'avancer avec plus de confiance et de sérénité dans des territoires et des pratiques inconnus, nouveaux, différents, étrangers, et pour toutes ces raisons, déstabilisants.